dont Chéri, que vous connaissez tous, qui est chargé de mission formation égalité professionnelle à SCE et Kéran, et qui va finalement nous partager son analyse qu'elle a pu faire dans le cadre de son Master 2, en ciblant plus spécifiquement le cas de SCE. Donc, son retour va être aussi intéressant pour voir ce que ça veut dire dans notre société. Et ensuite, on fera un focus sur les sujets finalement de prise en compte du genre dans nos métiers, dans la conception de la ville, de l'espace public, à travers l'intervention de Emma et Paola, qui sont à Groupe 8, donc qui travaillent pour ceux qui ne savent pas, chez Groupe 8, donc à travers le monde, et elles vont faire un petit focus sur un sujet qu'elles ont eu avec une étude de cas un peu ciblée. Donc l'objectif, c'est qu'on puisse suivre cette présentation et qu'on puisse aussi en débattre. Donc n'hésitez pas à noter vos questions et on partagera ensuite dans un temps de débat. On va avoir un temps de présentation à peu près de 45 minutes et ensuite un temps d'échange du même temps. Puis ensuite, on va en discuter pour ceux qui sont en présentiel. Pour ceux qui sont en visio, n'hésitez pas à poser des questions dans le fil d'actu. On a une super équipe de logistique qui va aussi pouvoir nous les transmettre. Donc, une bonne présentation à tous et je laisse la parole à Anne-Françoise Bender. D'accord. Merci, bonsoir. Donc, moi, je suis Anne-Françoise Bender, je suis maîtresse de conférence au CNAM. Alors, pour celles qui ne connaissent pas le CNAM, ce n'est pas la CNAM, c'est le Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Je pense que vous connaissez tous et toutes. Moi, je travaille sur les carrières. Quand j'ai commencé à travailler sur la gestion des carrières, il y a 35 ans, je pensais que le problème était réglé. J'ai une collègue qui a 65 ans qui pensait donc il y a 40 ans que le problème était réglé. J'en ai parlé avec une jeune femme de 45 ans qui m'a dit qu'elle aussi, à 25 ans, elle pensait que le problème était réglé. Et ses filles pensent que le problème est réglé. Donc voilà, c'était juste une boutade pour dire que, effectivement, on est sur des choses longues, hein, la longue durée des institutions, des normes sociétales, des représentations, de l'histoire. Et donc, il y a des progrès. Donc moi, je vais faire un état des lieux un peu rapide sur l'égalité femmes-hommes, la situation des femmes dans l'emploi en France, et puis pourquoi c'est lent finalement. Il y a des choses rapides et des choses lentes, et voilà aussi, donc ça nous oblige à faire un détour quand même par des perspectives historiques, anthropologiques, sociologiques. Donc, alors, j'ai pas la main sur les slides, donc là, vous pouvez y aller. Voilà, alors les enjeux, parce que je vais quand même les rappeler, puis aussi rappeler ensuite ce que c'est que les différentes notions d'égalité. Donc pour les femmes, bien sûr, c'était une longue lutte hein, quand même, bon, on va pas le rappeler, mais une lutte pour l'autonomie juridique, pour l'autonomie financière, pour l'accès à l'université, pour l'accès à certains emplois. Encore il y a 40 ans, certains emplois étaient réservés aux hommes. Il y a eu toujours des pays en Europe où le salaire des femmes pouvait légalement être inférieur au salaire des hommes. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'on est dans une longue lutte pour la reconnaissance de l'égalité des droits et effectivement pour qu'elles puissent avoir accès à une autonomie juridique et financière, économique. Pour la société, il y a des enjeux démocratiques qui sont rappelés régulièrement dans toutes les lois, l'ONU, le traité de Rome de l'Union européenne, la Constitution, voilà, l'idée que les femmes et les hommes participent au fonctionnement de la société, en politique et également la prise de décision économique. Donc, pour les entreprises, alors il y a l'enjeu normalement du respect des lois. Donc, depuis 40 ans, il y a des lois qui s'empilent un petit peu sous la poussée de l'Europe sur le sujet. Donc, bon, il y a des choses qui progressent. Hein. Et puis, aussi, il y a tout un écosystème quand même qui s'est fait hein, depuis une vingtaine d'années, du fait aussi de l'influence anglo-saxonne libérale autour de la diversité, de l'égalité, de la diversité, de l'inclusion. Donc, les entreprises sont quand même incitées à être aussi un petit peu exemplaires et surtout à montrer qu'elles tirent parti de tous les talents de toute la population, de la main-d'œuvre dans sa diversité. C'est aussi, on verra, un facteur d'amélioration des conditions de travail, et la diversité sous toutes ses formes est également un facteur d'innovation. Pour les hommes, c'est aussi un enjeu. Je pense que les normes de genre
enferme les femmes et les hommes dans certains stéréotypes, dans certains rôles. Et bon, tous les travaux sur les LGBT+, etc., montrent bien que si on va vers des sociétés plus fluides, moins normées, bah, il y a beaucoup de personnes qui s'en portent beaucoup mieux. Alors, slide suivant, s'il vous plaît. Alors, je ne vais pas définir tous ces termes, hein, je voulais juste dire que simplement la mixité, c'est de dire qu'il y a des hommes et des femmes dans une même équipe. La parité, c'est quand on est à 50-50 ou 40-60, il y a peu de lois qui obligent à la parité, sauf en politique sur certaines listes. Et dans les conseils d'administration, depuis la loi Copé-Zimmermann pour les grosses sociétés. Il va y avoir également la loi Rixain sur la parité dans les comités de direction des grandes sociétés. Alors après, je vais définir égalité. Donc le slide suivant, je vais revenir sur égalité et discrimination. Voilà, alors il y a différentes acceptions de l'égalité. Bon, l'égalité formelle, c'est l'égalité telle qu'elle est écrite dans les lois, dans les constitutions, on en a parlé, mais sans autre nécessairement réalité sur le terrain. L'égalité de traitement, bah, c'est un peu l'application d'égalité formelle, c'est-à-dire que tout le monde est censé avoir que les mesures sont censées être neutres, en fait, que les mesures s'appliquent à tous. Mais en fait, comme les personnes ne sont pas dans les mêmes situations, la conséquence de certaines mesures, bah, c'est une inégalité. Par exemple, sur les carrières, sur les retraites, si on regarde les carrières des femmes qui ont longtemps été très interrompues par les maternités, bah, effectivement, si on avait des mesures d'égalité de traitement au niveau des retraites, bah, elles continueraient d'avoir des retraites très inférieures à celles des hommes. Alors l'égalité des chances, c'est l'idée qu'on va remédier justement à certaines situations historiques, systémiques, de fait qui sont inégalitaires. Et donc, on met en place des mesures spécifiques ou des mesures correctrices et par exemple certaines actions positives telles que par exemple pour les personnes par exemple en situation de handicap, les quotas pour l'emploi. Et en France, en ce qui concerne les femmes, on n'a pas de quotas bien sûr en emploi. Les seuls quotas qui existent, c'est donc dans les conseils d'administration pour débloquer un petit peu la situation qui piétinait. Et par contre, on peut mettre en place des objectifs qui ne sont pas des quotas, hein, donc qui ne sont pas soumis à sanction s'ils ne sont pas respectés, mais des objectifs de mixité dans les métiers. Et c'est ce à quoi d'ailleurs encouragent les accords d'égalité professionnelle. Alors, slide suivant. Donc l'égalité professionnelle qui existe donc depuis une quarantaine d'années dans le droit français. Bah, c'est des dispositifs négociés avec les partenaires sociaux qui permettent aux entreprises d'assurer justement, bah, d'encourager déjà la mixité des métiers, et quand on constate certaines disparités, de pouvoir remédier à ces disparités en disant, par exemple, on constate qu'on n'a que 10 de femmes dans certains métiers, on s'interroge pourquoi. On constate qu'elles sont 30 à sortir des écoles, donc on a le droit, en négociant cela dans des accords, c'est entouré par la loi, bien sûr, encadré par la loi, de dire, ben, il nous faut davantage de femmes et ça s'applique également aux hommes, bien sûr, hein. C'est l'égalité, donc si on a des métiers fortement féminisés, on peut aussi dire, on constate qu'on a besoin de davantage d'hommes pour avoir davantage de mixité et on cherche à attirer les hommes dans ces métiers, ce qui est d'ailleurs souvent plus difficile que d'attirer les femmes dans les métiers très masculins. Donc l'égalité, tout l'appareil juridique existe et les entreprises sont de plus en plus incitées à négocier sur ces aspects et également en matière d'égalité salariale. Slide suivant. J'essaie de ne pas aller trop lentement. Alors sur la discrimination, je vais être brève. La discrimination directe, hein, c'est le fait de traiter défavorablement une personne par rapport à une autre en fonction de critères illégaux, hein, puisque en GRH on discrimine hein, quand on recrute quelqu'un et pas une autre, mais là c'est illégal. Et donc il y a plus de 25 critères illégaux de discrimination, ce qui ne facilite pas le travail d'ailleurs des entreprises nécessairement. Mais parmi ces 25 critères, on a bien sûr les critères les discriminations les plus
fortes, historiquement, sociologiquement, de sexe, liées à l'âge, liées aux origines, les discriminations syndicales également, etc. Donc ça, c'est direct. Et indirect, c'est quand on a une mesure apparemment neutre, mais qui en réalité pénalise un groupe. Hein, par exemple, si vous dites, pour l'accès au poste de direction, il faut avoir obligatoirement une carrière à l'international. Et ben, quand on sait que, seulement, enfin 95 des expatriés, ou peut-être que ça a un petit peu changé quand même, sont des hommes et que c'est souvent la femme qui suit son conjoint, bah, là, on a une mesure neutre, mais qui en fait indirectement, empêche l'accès des femmes, aux directions, ou en tout cas le restreint, très, très fortement. La discrimination systémique, c'est cet ensemble de phénomènes, historiques, sociologiques, culturels qui font qu'il y a des discriminations ancrées, également dans les représentations, les stéréotypes. Alors ensuite, les inégalités dans l'emploi. Alors je ne vais pas vous donner trop de statistiques. Alors les choses évidemment, s'améliorent, c'est-à-dire que les femmes, bon, bah, les filles maintenant ont accès aux écoles, grandes écoles, de commerce, grandes écoles d'ingénieurs depuis les années 70. Elles sont diplômées, elles sont maintenant plus diplômées que les hommes, en tout cas dans beaucoup de secteurs, sauf, enfin, effectivement dans les STEM, hein. Donc on est à parité dans les écoles de commerce, il y a plus de filles en droit, en médecine, je crois maintenant, il y a encore plus d'hommes donc dans les STEM. Les filières ingénieurs, je crois que c'est à 30 ça dépend des filières. Dans les doctorats, en sciences, maths, c'est également 30. Voilà, mais donc voilà, les filles sont là, elles sont compétentes, les femmes sont davantage dans les emplois cadres, hein, donc il y a des emplois, des familles de métiers qui sont plus mixtes, tout ce qui est cadre, profession intellectuelle supérieure, management intermédiaire. Il demeure des inégalités persistantes dans le temps partiel imposé, surtout dans les emplois non qualifiés, mais qui engendrent également une certaine pauvreté, hein, de toute une catégorie de personnes. Mais également donc du fait toujours des maternités, de la prise en charge du travail parental, qui a des conséquences sur les salaires et les retraites. Et puis il nous reste ce fameux plafond de verre, à 20 ce qui semble être une espèce de loi des reins, puisque, ça fait un moment qu'il est à 20 dans le monde d'ailleurs, dans beaucoup de pays. Et puis si bien que les Américaines ont créé le club des 30. Alors, en France, on a la loi Rixain, on va voir ce que ça donne. Voilà, parce que on était longtemps à 6 ou 7 de femmes dans les équipes de direction. On a atteint les 20 la loi Copy-Zimmermann a quand même, débloqué un petit peu les choses, et puis les femmes de plus en plus qualifiées sont arrivées, voulaient des carrières. Et puis sur la mixité des métiers, alors slide suivant. On a également des progrès, mais voilà, on a quand même des femmes qui sont concentrées, elles sont dans 10 familles professionnelles, en fait, dans des familles, du coup, avec des secteurs à prédominance féminine forte. Bon, bah, vous le savez, hein, la santé, l'éducation, les services, bon, le commerce. Et puis, les hommes, ben, s'étalent dans beaucoup plus de familles professionnelles. Ce qui peut avoir d'ailleurs des conséquences sur le chômage et les niveaux de salaire. Mais le fait est que, il se trouve que des familles les métiers à forte connotation féminine, ont des salaires, moins importants quand même que les métiers à forte prédominance masculine, pour des raisons, historiques, liées aussi à la présence de syndicats ou pas. Lié aussi, à la survalorisation certainement de la compétence technique, enfin qu'est-ce qu'on appelle technique également? On associe technique à masculin, bon il y a des technicités de métiers féminins qui sont moins reconnues, enfin il y a pas mal de travaux là-dessus, mais ça a des conséquences sur les salaires. Et même alors, donc même s'il y a des progrès, hein, puisqu'il y a davantage de femmes, par exemple médecins ou chirurgiens, bah, il y aura quand même souvent une répartition sexuée des tâches avec, les les métiers les hommes davantage chirurgiens, les femmes dermatologues ou, voilà, on va quand même le genre va toujours quand même se recomposer, même au sein d'un métier. Et puis donc on a la ségrégation verticale. Alors, je ne sais pas si c'est dans le slide suivant. Non, alors là, c'était sur les inégalités salariales. Bon, alors sur les salaires, on pourrait en faire tout un non, ouais, oui, revenez, voilà. On pourrait bon, il y a, c'est toutes choses égales par ailleurs, sachant que les choses sont inégales. Donc, en fait, effectivement, les femmes sont encore en charge du travail parental, donc, sont à temps partiel souvent.
Comme je vous ai dit, les métiers ne sont pas les mêmes, les entreprises non plus ne sont pas les mêmes, donc ça a aussi des conséquences sur le salaire. Et puis, il y a surtout des carrières, l'effet carrière, hein, qui explique aussi que bon, cela dit, les différences de salaire sont encore plus importantes plus on monte dans la carrière. C'est-à-dire qu'entre managers, euh, les différences de salaire peuvent être beaucoup plus importantes, voire 20 ou 30%, sachant que les différences de salaire en France sont aussi lissées par le SMIC, hein, qui atténue le gender pay gap, enfin la différence de genre. Donc voilà, donc ça résiste aussi du côté des inégalités salariales, même s'il y a eu des progrès. Ensuite, donc la ségrégation, voilà, la ségrégation verticale, bon, c'est simplement dire qu'on retrouve davantage d'hommes en position de direction, de commandement. Alors bon, c'est historique, hein, je ne vais pas non plus faire l'histoire du patriarcat. Donc effectivement, les réseaux politiques, économiques, les réseaux des grandes écoles, des élites, dans pratiquement tous les domaines, étaient essentiellement masculines. Et des femmes, donc, avaient leur sphère d'influence domestique. Bon. Elles sont arrivées sur les marchés du travail, elles sont arrivées sur les professions qualifiées finalement relativement récemment, hein, en nombre, et les réseaux restent encore voilà, aussi majoritairement masculins. Et puis le fait que, alors, donc je vous ai déjà parlé du plafond de verre, puis les femmes n'y vont pas elles-mêmes, hein, donc, voilà, donc c'est des choses qui s'entretiennent. Le plancher collant, c'est, j'allais dire, c'est pire. Enfin, c'est quand les femmes ne vont pas au premier niveau de maîtrise. Alors, ça peut concerner aussi, par exemple, les minorités selon les origines, hein, cette expression de plancher collant. C'est par exemple dans des métiers très masculins, dans la logistique ou le transport, où on voit qu'on a une difficulté pour les femmes d'accéder au niveau agent de maîtrise. Alors les raisons, donc je vous ai parlé du retard historique, hein, d'accès au métier, d'accès aux formations, aux diplômes. On a quand même des raisons, on parlera après, bien sûr, hein, des normes de genre, des stéréotypes. On a des raisons également liées à la maternité. Et puis on a encore des cultures et des pratiques qui ont été faites pour les hommes, enfin, bon, les organisations étant des mondes d'hommes. Alors après, vous allez me dire, il y a des secteurs où effectivement c'est très féminisé, les organisations sont quand même aussi beaucoup prennent en compte, hein, les contraintes des femmes. Mais bon, même dans ces organisations-là, on trouve quand même des hommes au poste de direction. Mais voilà, on a beaucoup de normes encore, de pratiques, de carrières, de normes de disponibilité. On associe pouvoir, hein, alors là c'est notre inconscient, hein, on verra les stéréotypes, on associe pouvoir à force, à masculin. Et puis tout simplement les réseaux, l'aspiration se fait naturellement entre personnes qui se connaissent, qui ont confiance les unes dans les autres, qui partagent des affinités. Voilà, donc on a une certaine persistance des postes de direction, l'occupation des postes de direction par les hommes, et les femmes n'ont pas nécessairement envie d'y aller. Alors effectivement, ça va être, et on peut les comprendre aussi, parce que parfois, être une minorité, c'est pas toujours confortable, on se sent pas toujours la bienvenue. On sait qu'on va être observé. Alors ça, c'est le fait d'être différent, hein, l'outsider qui arrive, bah, il va être un petit peu testé aussi, observé, sachant qu'on a ces stéréotypes parfois ou ces normes inconscientes. Et puis, il y a tout le problème de du travail parental, du travail domestique. Et il y a aussi le problème du pouvoir et le fait de se dire, est-ce qu'on a envie d'aller au combat, j'allais dire, hein, de faire de la politique, d'aller dans les réseaux, parce qu'on associe ça effectivement à des comportements pour lesquels on n'est pas nécessairement socialisé. Alors, slide suivant. S'il vous plaît. Alors, l'équilibre travail-famille, là, ça me paraît clair. Donc production versus reproduction, ça c'est le terme de sociologue, hein, c'est-à-dire que les femmes à la reproduction et les hommes à la production, puisque bon, là, dans le patriarcat, enfin, je fais court, hein, c'est un peu provocateur, mais bon, dans le patriarcat, effectivement, le rôle de la femme dans le mariage notamment, qui au moins la protégeait économiquement d'ailleurs, mais dans le mariage était récemment un travail reproductif et domestique, et donc
et le travail parental, pour lequel les femmes auraient des qualités soi-disant naturelles ou dispositions naturelles, et l'homme dans la production, le travail rémunéré. On progresse, mais lentement, hein, vous le savez, je crois qu'on a gagné 10 minutes depuis les années 70 du travail des hommes domestiques. Au sens vraiment ménage, hein, bon. Les hommes s'occupent davantage des enfants, il faut le saluer. Ils les emmènent au sport, ils les jouent avec eux. Bon, il y a quand même une plus grande implication des hommes mais ça, le travail domestique, vraiment, reste souvent quand même féminin. C'est aussi de la faute des femmes d'ailleurs, hein, parce qu'elles négocient pas bien tout ça dans leur couple. Non, voilà, je veux pas toujours dire que les femmes sont les victimes, hein. Non, mais il faut bien choisir son conjoint, ça c'est le premier conseil qu'on donne en gestion de carrière, parce qu'après ce sera trop tard. Donc, voilà. Donc, on a ce truc sur la double charge de travail ou la triple charge, parce qu'il y a la charge parentale. En plus, il y a la charge mentale, il faut organiser le médecin, le truc, le machin. Bon, voilà. Donc, on a quand même des cas de burn-out. Ah non, mais ça, c'est moins drôle. Il faut faire attention pour les jeunes femmes aussi. Le problème, c'est que la carrière se construit à la trentaine. Voilà, hein, dans les courbes de carrière françaises, voilà, ça se construit assez rapidement. C'est paf quand on a les enfants. Et là, on risque d'exploser quand même à 35 ans. Donc, faut aussi revoir peut-être les rythmes de gestion des carrières. Donc, je parlais de gestion des carrières sexuées, de se dire que tout n'est pas joué à 35 ans, qu'on peut ensuite avoir des carrières, des reprises de carrière ou des accès à des postes de direction à 45 ans. Donc, ça invite aussi, vous voyez, de revoir les normes de genre. Ça permet aussi de revoir les normes d'âge, aussi les stéréotypes qu'on peut avoir sur d'autres aspects. Alors, et travailler à l'équilibre travail-famille, évidemment, ça profite bien sûr aussi aux hommes, puisque il n'est pas du tout acquis que les hommes n'aient pas envie de s'intéresser à leurs enfants, et d'ailleurs, ils s'en occupent très très bien. Donc, slide suivant. Alors, sexe et genre. Alors, ce matin, j'ai eu une soutenance d'un mémoire sur l'LGBT+, donc là, je suis top. Non, j'ai manqué le 6, parce que moi, mon âge, il faut que je me forme, hein. Il y a le non-6, le 6, j'ai appris qu'il y avait des bispirituels, je ne savais pas ce que c'était, toujours pas ce que c'est d'ailleurs. Bon, donc, non, pour être sérieux, c'est vrai que ce n'est pas aussi clair que ça, hein. Le sexe, homme-femme, mais il y a les intersexes, c'est une réalité. Et même le sexe, ce n'est pas aussi limpide que ça. Voilà, les dosages hormonaux. Bon, donc, voilà, il y a quand même encore des utérus pour l'instant qui permettent de différencier une femme d'un homme. Mais voilà, c'est pas. Il y a les identités de genre qui sont des choses très très sérieuses, hein, sur le fait de ne pas se sentir, de se sentir différent du physique, du sexe physique que l'on a. Ce qui peut mettre les gens d'ailleurs en grande souffrance. Bon. Alors ensuite, il y a le genre. Alors, le genre, c'est pas super clair non plus, mais si, c'est le sexe social, hein, c'est-à-dire c'est les normes, les rôles sociaux que l'on attribuait, que l'on attribue encore aux hommes et aux femmes. Alors, notamment Monsieur Gagne-Pain, hein, un breadwinner, qui a quand même une lourde responsabilité pour les hommes, et puis Madame qui doit être belle et séduisante, et, ou une bonne mère. Enfin bon, on avait ces rôles, quoi, qu'on a quand même toujours. Alors, c'est vrai, quand on dit oui, toutes ces différences, voilà, ces rôles ne sont pas nécessairement naturels, hein. On a observé chez certains peuples ou dans certaines tribus que les hommes peuvent très bien avoir un rôle de maternage. D'ailleurs, les Anglais disent parenting ou nurturing, donc ils n'associent pas nécessairement à un sexe, homme ou femme. Que les femmes peuvent se battre, faire la guerre, que les hommes peuvent avoir certaines qualités. Donc, qu'est-ce qui est naturel, hein, voilà, même les hormones, il y a des dosages différents. Quand on dit rapport de domination-pouvoir, bon, bah, évidemment, c'est historique, ça dépend des sociétés, hein. Toutes les sociétés n'ont pas organisé les rôles des hommes et des femmes de la même manière. Il y a quand même peu de sociétés matriarcales. Et puis, voilà, c'est toujours des choses qui sont historiquement situées, qui correspondent à des conditions géographiques.
mais il n'y a pas de raison de perpétrer nécessairement toujours ces normes et ces rapports de domination, puisqu'on voit que déjà, ce n'est pas nécessairement démocratique, et puis on peut peut-être améliorer le fonctionnement de nos sociétés en les remettant un petit peu en question. Par contre, évidemment, il y a des différences. Alors, quand on est sur le terrain des différences, c'est toujours délicat. Voilà, là, je suis trop longue, là. Il ne faut pas trop essentiel. Évidemment, un homme n'est pas une femme. Moi, mes fils me disent, mais maman, une femme, elle ne peut pas porter des trucs lourds, etc. Bon, ok. Ça dépend des femmes, ça dépend des hommes. Bien sûr qu'il y a des différences, mais il ne s'agit pas de dire on doit tous être pareils, on doit tous s'habiller pareil, on doit tous devenir des hommes, en gros. Mais ça ne veut pas dire hiérarchie, hein. Penser l'altérité, la différence, sans placer quelqu'un au-dessus, mieux ou moins bien, hein. Donc le féminisme, je le rappelle, ce n'est pas de dire que les femmes sont mieux que les hommes, c'est de dire que les femmes demandent l'égalité voilà, avec les hommes. Alors, slide suivant. Là, je suis trop longue. Bon, alors la socialisation, vous êtes tous d'accord, hein. On est socialisés. Il y a les parents. Il y a les pairs surtout. Il y a les réseaux sociaux, il y a l'école, il y a les groupes. Le capitalisme, pas pour accuser le capitalisme, hein, parce que je pense qu'il a pas mal libéré quand même les femmes aussi, mais les jouets, le cinéma, les médias véhiculent des normes de genre, des stéréotypes, qui sont d'ailleurs de plus en plus contradictoires parfois. Hein, avec une hypersexualisation de la société, de l'image de la femme, la grosse virilité de l'homme, avec des tas de glorifications des vikings, etc. Et puis en même temps, des sociétés plus tolérantes, inclusives. Donc on a des sociétés avec des messages et des normes un peu contradictoires. Oui. Ensuite, voilà, donc c'était les pubs, hein. Alors je pense que Darty n'oserait plus faire cette publicité-là. Je pense. C'est fini ça. Je ne sais pas de quand elle date. Alors, ça progresse quand même, c'est-à-dire qu'il y a des choses que les entreprises vont... peut-être qu'on peut appeler ça du politiquement correct, mais ça progresse quand même. On mettra peut-être moins une jeune femme dénudée pour vendre une chaudière, ce que j'avais vu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et je pense qu'on fera moins des pubs comme ça. Mais on a quand même le rose et le bleu, le cheval pour les filles, le foot pour les garçons. Voilà, on a quand même bien sûr toujours ces normes très fortes. S'il vous plaît, je vais avancer parce que j'ai explosé mon temps. Donc, les stéréotypes. Les stéréotypes, on en a besoin, on en a tous. C'est un raccourci cognitif pour simplifier le monde. On ne va pas remettre le monde en question tous les matins quand on se lève. Mais ils sont forcément réducteurs et beaucoup ensuite risquent de devenir des préjugés, c'est-à-dire un jugement défavorable sur un groupe. Avec donc une tendance à la caricature. Et puis donc, voilà, il y a le stéréotype dépréciateur. Hein, ou appréciateur. Hein, les femmes sont douces, gentilles, ou les femmes sont fragiles et ne contrôlent pas leurs nerfs. Donc on a différents stéréotypes aussi pour les hommes. Et ils perdurent au mépris des connaissances scientifiques, par exemple sur le cerveau. Je pense que sur le cerveau, on est bon. Les femmes et les hommes ont pratiquement le même cerveau. Et en fait, on les a, et les femmes les ont sur elles-mêmes aussi. Hein, c'est les autostéréotypes. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'on a tous à gagner, bien sûr, à remettre en question nos stéréotypes, sans de vouloir tous devenir des hommes, entre guillemets, ce qui reste un peu la norme de l'accès aux postes de management. Les normes de virilité peuvent rendre les hommes malheureux aussi, enfin, c'est-à-dire que cette idée de voilà. D'ailleurs, c'est plus difficile d'attirer les hommes dans les métiers à forte connotation féminine, hein. Ça, c'est un vrai problème aussi pour tout ce qui est métier de soins. On a besoin d'infirmiers. Dans les pays nordiques, ils mettent des photos de super mecs baraqués aux urgences pour montrer qu'on peut être infirmier en étant un homme. Vous voyez, donc c'est quand même, c'est pour vous dire la force de ces normes de virilité. Il y a des réactions. Alors, le féminisme provoque des réactions, effectivement, hein, parce que ça résiste, hein, bien sûr, parce que ça touche aux identités sexuelles des personnes. Et donc, il y a les... Voilà, on dit, il n'y a plus de problème, elles n'aiment pas les hommes, etc. Donc, c'est des sujets, parfois, qui peuvent être un petit peu délicats à aborder, mais je pense qu'on a tous à gagner, justement, à lutter contre les stéréotypes et à lutter pour une meilleure connaissance des uns des autres,
et à libérer donc effectivement, peut-être aussi à changer nos pratiques organisationnelles pour un meilleur équilibre de vie privée, au travail, et puis lutter contre le sexisme. Ça, je crois que c'est ma dernière slide, ou l'avant-dernière. Voilà, lutter contre le sexisme. On pourrait dire bien sûr lutter aussi bien sûr contre les racismes ou toutes les autres agressions finalement, hein, d'autrui, qui présuppose que cet autrui est inférieur à soi-même. Donc c'est les petites blagues, la blonde, voilà. Ça peut aussi être du sexisme bienveillant. Bah écoute, là je vais t'aider, je vais t'expliquer, des choses comme ça. Et puis, bah, ensuite, ça peut devenir, quand il y a une connotation sexuelle, du harcèlement sexuel, hein. Et bien sûr, dans certains environnements très féminins, on peut aussi, bien sûr, observer du sexisme ou du harcèlement de femmes envers d'hommes, hein. Je n'ai pas dit que les femmes étaient nécessairement toujours plus sympathiques ou gentilles que les hommes. Mais voilà, en l'occurrence, comme on est plutôt des hommes en groupe dominant, en tout cas dans certaines cultures, au niveau des postes de management, le sexisme s'exerce plutôt envers les femmes, et dans notre société, effectivement, les stéréotypes dépréciatifs sont plutôt sur les femmes. Je crois que j'ai terminé. Oui, voilà, donc il y a des choses qui progressent. Les organisations ont un peu plus de pression de la loi, de l'écosystème, de leurs clients, de leurs talents, de la main-d'œuvre pour mettre en place des politiques d'égalité. C'est une période propice pour ça. Et voilà, je crois qu'après, je vous passe la main pour la suite. Merci. Merci beaucoup, Anne-Françoise. Du coup, il y a eu beaucoup de concepts qui ont été donnés, beaucoup de contextualisation, et ça nous a permis un peu de balayer de façon très générique et générale. Je pense qu'il y a déjà des choses qui vous ont interpellé. Je ne vous cache pas que nous, on a déjà eu beaucoup de débats lors de la préparation du hub. Et on s'est dit que finalement, on était dans une société ou une entreprise où ce n'était pas si pire. Mais en fait, personne n'était capable de vraiment dire ce que voulait dire ce pas si pire. Et en fait, il y a une personne qui s'est intéressée au sujet, Meggy. Et donc, il va pouvoir nous faire un retour sur l'état des lieux et justement ces sujets un peu de pratique qui ont pu aussi être mis en place à SE. Pourquoi on dit une assistante et un ingénieur? Vos filles, vos nièces, les femmes de votre entourage auront-elles, d'après vous, les mêmes opportunités en entreprise que nos masculins? Et d'ailleurs, que faites-vous là? Est-il censé parler encore d'égalité de genre près de 80 ans après sa reconnaissance dans le droit français? Bonjour, je suis Mehdi. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis en charge de la formation et de l'égalité professionnelle au sein du service RH de SE. Et ces questions-là que je vous pose, ça fait plusieurs années que je m'y intéresse. Ce que je vous propose, c'est de vous partager les constats tirés de mon expérience professionnelle au sein de l'entreprise, qui ont été confortés par un mémoire sur l'évolution de carrière des femmes. Et à partir de là, on essaiera d'identifier quelles sont les interprétations possibles, mais aussi les pistes pour qu'on continue à faire bouger les choses. Quand je suis arrivée chez SE, j'ai compris rapidement que l'entreprise allait aller dans le bon sens. Tout ce qui concernait l'égalité professionnelle était naturellement mis en place. Kéran a signé la charte de la mixité Syntec assez facilement, et dans les propositions qui étaient faites, on avait déjà beaucoup qui étaient mises dans l'entreprise, qui étaient mises en place. Le but, c'était donc d'aller encore plus loin. Sauf que je connais le monde dans lequel on vit, les contraintes que les femmes peuvent avoir face à l'évolution de leur carrière. Et donc, j'ai voulu un peu creuser le sujet pour voir ce qu'il en était vraiment. Dans mon analyse, je me suis concentrée sur ce qu'on appelle les fonctions métiers. C'est-à-dire que j'ai mis de côté de l'analyse tous les métiers qui étaient plutôt à dominance féminine, pour le coup. C'est-à-dire tout ce qui est RH, comptabilité, assistanat, pour se concentrer au cœur des métiers de l'entreprise. Et je me suis attaquée aux chiffres, parce qu'on ne peut pas les faire mentir. Pour exemple, sur 2022, c'est 53% de femmes qui ont été recrutées. Concernant le CODIR, nous sommes à 18%, contre 11% dans la branche Syntec Ingénierie, mais je suis d'accord, on peut toujours faire mieux. Concernant les cadres, nous avons 73% de femmes cadres dans l'entreprise, contre 48% dans la branche Syntec. Mais j'ai continué à investiguer et je suis tombée sur 3 éléments qui ont retenu mon attention.
Tout d'abord, tous les ans, il y a moins de femmes qui demandent des formations, alors qu'elles ont accès au même catalogue de formations que les hommes. On est à peu près à du 66% de femmes contre 72% d'hommes. Là, on fait appel à un syndrome de l'imposteur qui font qu'elles se sentent moins légitimes à demander des formations. De même, tous les ans, en proportion, il y a plus de femmes qui quittent l'entreprise que d'hommes. On a eu une année où on était à 34% de femmes contre 14% d'hommes. On est revenu à un peu plus 21% de femmes contre 18% d'hommes. C'est révélateur d'un effet qu'on connaît peu, ce qui s'appelle l'effet du tuyau percé. C'est-à-dire que les femmes, comme elles ne se retrouvent pas forcément dans l'entreprise, elles décident de partir voir ailleurs, voire même de se réorienter vers des métiers qu'on appelle les métiers du care, qui sont plutôt liés aux soins à la personne et aux soins aux autres. Et enfin, au sein de l'entreprise, on a des femmes qui évoluent moins vers des postes à responsabilité. Donc, je me suis concentrée sur tous ceux qui étaient les postes de responsable de pôle, les postes de responsable de domaine, comme on les appelle chez nous, et directeur-directrice. Et là, nous avons au sein de ces métiers 64% de femmes qui ont évolué en interne contre 81% d'hommes. On fait appel ici au plafond de verre qu'on a évoqué précédemment, mais aussi au syndrome de l'imposteur parce qu'en fait, elles postulent moins sur ces postes-là. Ça, c'était pour mon constat d'entreprise. Comme tout mon mémoire, j'ai construit une problématique qui est à rallonge, que je vais vous dire. C'est comment l'entreprise peut-elle devenir davantage performante en réduisant l'égalité femmes-hommes dans la progression de carrière des femmes, et ce, dans une entreprise à dominance masculine. Une approche critique du business case et de la socialisation des femmes. Pour répondre à cette problématique, il y avait donc deux parties, une qui était plutôt sur les recherches qui étaient déjà faites et une autre qui se basait plutôt sur des interviews. Sur les interviews, je suis allée voir une dizaine de collaborateurs et de collaboratrices de l'entreprise, de tout profil, pour voir comment eux vivaient cette mixité et comment ils la pensaient, ce qu'ils en pensaient. Je vais plus rapidement passer sur les deux premières salles qui se concentrent finalement sur le début du mémoire qui est en lien avec les études qui sont faites sur ce sujet. Je vais revenir quand même sur les business cases, donc les études qui sont faites. Et ce qui est montré dans ces études, c'est que plus il y a de mixité dans l'entreprise, plus l'entreprise est performante. Par performance, il ne faut pas voir que la performance financière, parce qu'il y a aussi tout ce qui est performance individuelle, la performance organisationnelle, la performance sociale et aussi l'impact que ça peut avoir sur l'image de l'entreprise. Concernant les freins, Madame Bermuder en a parlé précédemment, donc c'est plutôt la socialisation des femmes, les stéréotypes, des réseaux d'hommes qui sont très forts et la parentalité, ce qui a pour conséquence notamment le plafond de verre, mais aussi que les femmes manquent de modèles féminins vers qui se projeter. Je vais maintenant vous présenter le résultat des interviews que j'ai menées. Ce sont que des extraits des propos recueillis qui m'ont paru les plus pertinents. Essayez pas de savoir, pour ceux qui sont en interne, qui a dit quoi, parce que l'équipe RH n'est toujours pas au courant et j'ai modifié tous les prénoms. Premièrement, ce que j'ai vu, c'est que la mixité, elle n'amenait pas la modification de l'organisation du travail. On est dans une entreprise où la charge de travail va être identique pour les hommes ou les femmes, avec des réunions qui sont parfois perçues comme trop tardives. Et j'ai eu un témoignage, par exemple, d'une femme qui m'a dit « Je pense qu'il y a toujours le spectre de c'est une femme, j'ai toujours l'impression d'être une femme par le regard. Il y a toujours ce regard patriarcal. J'arriverai pas à le matérialiser concrètement. » Alors que pour les hommes, on m'a parlé aussi d'une richesse dans l'apport de cette mixité dans l'entreprise. C'est de se dire que de manière générale, la mixité est une richesse, une vision différente, une façon d'aborder les problèmes différents, une façon d'aborder des solutions différentes. Je me suis finalement demandé si ce n'était pas plutôt par les hommes que cette organisation allait être modifiée du fait des mi-temps qui sont de plus en plus pris par des hommes pour s'occuper de leurs enfants, mais aussi de l'allongement des congés paternité. Ensuite, j'ai posé une question identique entre les hommes et les femmes, aux hommes et aux femmes de l'entreprise. Avez-vous eu un modèle dans votre carrière? Tous les hommes, sans exception, m'ont cité au moins un homme de l'entreprise, alors que les femmes ne m'ont cité personne. Et ce que montrent les études, justement, c'est que le fait d'avoir une personne vers qui se projeter dans sa carrière va aider aussi nous-mêmes à évoluer parce qu'on va pouvoir plus s'identifier.
Enfin, je me suis intéressée à la socialisation des personnes que j'ai rencontrées. Et ce qui est ressorti, c'est qu'il y a 3 types de femmes. Il y a celles qui ont trouvé l'équilibre à la maison avec leur partenaire et ça fonctionne bien. Celles qui ont décidé de laisser toute la charge mentale à leur partenaire pour ne pas avoir de contraintes comme leurs homologues masculins. Et enfin, il y a des femmes qui jonglent entre enfants et carrière avec une double culpabilité qui peut être très forte. Entre ne pas être assez présente pour ses enfants et ne pas être assez disponible pour évoluer dans sa carrière. Il y a un témoignage qui m'a beaucoup marqué de Claire qui m'a dit « Ma mère m'a dit un jour, tu sais, je suis en train de regretter, je vous ai poussé à faire des études et maintenant vous avez des postes à responsabilité et tu n'es pas assez disponible pour tes enfants. » Et c'est là où on voit que la socialisation peut avoir un impact très fort sur l'évolution des carrières des femmes. Ça, c'était pour les résultats les plus marquants des témoignages que j'ai eus des personnes notamment qui nous entourent. Finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Déjà, c'est que de se priver des femmes, c'est se priver de 50% des compétences qui sont présentes dans l'entreprise. On peut tous et toutes agir individuellement. Déjà, participer au hub, être là, c'est bien se poser des questions, c'est une première action. Balayer nos préjugés, nos biais, notre vocabulaire genré, c'est aussi une autre action qu'on peut mettre facilement en place. Collectivement, il y a des actions possibles, notamment il y a des entreprises qui mettent en place donc, plus de flexibilité des horaires, des réunions qui vont être moins tardives, mais aussi qui vont s'investir dans la parentalité auprès des collaborateurs et des collaboratrices de façon plus équitable. Enfin, dans mes préconisations de ce mémoire, il y avait la mise en place d'un mentorat féminin. Projet dont on a pu rediscuter et que nous avons décidé de mettre en place sans l'intérêt d'avoir des modèles féminins a un impact bénéfique sur les carrières des femmes. C'est donc à la fois une action qui va être individuelle et collective qui sera lancée le mois prochain au sein de Keran. Individuelle parce que ce sont des femmes avec plus d'expérience qui vont mentorer d'autres femmes qui vont se poser des questions sur l'évolution de leur carrière, mais aussi sur les problèmes qu'elles peuvent rencontrer au quotidien. Et collective, parce que c'est Keran qui nous met en service et au service de ses collaboratrices. J'apporte néanmoins une nuance en termes de carrière, à contrario de ce que j'ai pu analyser dans mon mémoire, car j'ai dû faire des choix. Faire carrière, c'est se faire sa propre carrière. C'est avoir tous les chemins possibles devant soi et choisir celui qu'on veut, ne pas être contraint dans sa carrière. Ce n'est pas forcément aller vers des postes de manager, de manageuse, mais choisir d'être chargé d'études, d'aller vers la direction de projet, d'aller vers l'expertise, c'est aussi faire carrière. Je vais vous laisser en revenant sur les questions de départ et je vais vous demander de ne pas oublier que l'égalité des chances n'est pas synonyme d'égalité des droits. Bravo pour cette présentation, Mehdi, qui, je pense, a apporté aussi quelques billes et quelques éclairages pour tout le monde. On a vu que là, il y avait des solutions et des interrogations sur, finalement, ça permet quoi d'avoir 50% de femmes et de se dire, bah, je vais essayer de faire un effort pour avoir plus de femmes dans mon équipe. On parlait des réunions, mais finalement, des réunions moins tard le soir, ça permet, certes, aux femmes qui s'occupent de leur enfant d'entrée, mais aussi aux parents, aussi de rentrer et de prendre possession finalement de ce terrain-là, de passer l'aspirateur ou de prendre soin de soi. C'est finalement s'interroger sur cette question d'inclusion et qu'est-ce que finalement les difficultés qui ont été relevées par un genre permettent de se dire bah, comment on peut revoir le système. Et c'est bien tout l'exercice que vous avez fait sur les RH et c'est un peu la question qu'on se pose sur l'espace public ou sur la ville. Finalement, aujourd'hui, on voit que certains espaces publics sont faits pour des gens qui marchent bien, marchent vite et vont vite au travail. Mais finalement, quand vous avez une poussette, comment ça se passe? Et puis finalement, il y a ces enjeux de sécurité, de sécurisation de l'espace, comment on les vit, les transports, le bus. Il y a plein d'endroits où en fait, on se dit, bah, quand on est une femme, on ne se sent pas forcément à l'aise. L'objectif, à travers la présentation du cas d'étude de groupe 8 avec Paola et Emma, c'est de vous montrer en fait ce qu'elles ont pu relever sur un sujet précis d'aménagement de l'espace public. C'est aussi pour ça qu'il faut qu'il y ait des ingénieurs femmes dans les équipes. Je vous laisse la parole. Merci à tous.
Paula Pinto, je vous dis, l'accent c'est parce que je suis colombienne et si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez le dire. Mais je vais essayer d'être le plus clair possible. On a parlé de genre, mais on va parler aussi de genre d'une façon un peu différente. Des genres dans le métier, pourquoi intégrer les genres dans le métier et comment les faire aussi. Parce que c'est pas simple, c'est vraiment pas simple de le faire. C'est pas simple d'associer S3D et la production, valorisation des gaz à des choses de genre, comment on intègre ces thématiques. Et on essaye de faire ça partout dans le monde. Mais pourquoi l'intégrer? Bon, d'abord, c'est une question éthique. On a vu ces inégalités, on a vu les chiffres. C'est pas qu'en France, c'est partout dans le monde pareil. On est tous sur le système patriarcal. Et ça fait que ces inégalités se répètent partout dans le monde. Et c'est une question éthique, alors, pourquoi? Parce qu'on cherche tous de plus de justice sociale. Et c'est aussi, en tant que société, en tant que personne qui collabore à la société, ben, on devait agir, on doit agir et pas rester sans rien faire par rapport à ces inégalités. Mais dans la pratique, on est aussi obligé par nos clients. Parce que nos clients sont les agences d'aide au développement. On travaille beaucoup avec la Banque mondiale, avec l'Agence française du développement, avec la Banque asiatique du développement. Toutes ces agences ont l'obligation de reporter des indicateurs de contribution à les objectifs de développement durable. Et un de ces objectifs, le ODD 5, c'est l'égalité en femmes et l'autonomisation des femmes. À l'échelle projet, on doit aussi contribuer sur certains projets à atteindre ces objectifs de développement. Mais ce n'est pas que les agences de développement qui sont obligées à reporter ces indicateurs, c'est aussi la France de manière générale, c'est la ONU qui recueille toute la formation et nous disent comment, en tant que société, si on est proche ou pas d'atteindre ces objectifs de 2030. Mais aussi, c'est une obligation quand on fait des études d'impact, par exemple, que nous fait tous, vous dans votre projet, nous aussi à l'international, on fait des études d'impact environnemental et social, et sauf qu'on suit les standards de la Banque mondiale, et ces standards obligent aussi à intégrer le genre. Mais pourquoi et c'est quoi les enjeux d'intégrer le genre, par exemple, dans les études d'impact? C'est quand on fait des études d'impact, on cherche à savoir les impacts négatifs sur la population. Sauf que la population, ce n'est pas un être homogène. On part du principe que tout le monde doit être également impacté. Et le genre, en perspective de genre, nous aide à comprendre que ce n'est pas du tout le cas. Que hommes et femmes vont être impactés de manière différente et il faut mesurer comment. Par exemple, on va construire un plan une station d'épuration dans le Pakistan. Et on cherche à savoir comment ça va impacter parce qu'il y aura un déplacement involontaire des populations. Mais il n'y a que les 13% des terres foncières qui sont des propriétés des femmes. Ça, c'est un écart gigantesque partout dans le monde. Les femmes ne sont pas propriétaires du terrain. C'est juste les 13% du terrain du monde. Et si on déplace les populations et on ne prend pas des mesures pour ensuite donner à notre terrain et que cette femme continue à être propriétaire de ce terrain, on contribue à creuser ces inégalités. C'est pour ça qu'il faut prendre en compte les genres dans les études d'impact pour mesurer les bénéfices et les impacts économiques qui sont différenciés. On est les 50% de personnes sur les terres. Et on a des besoins différenciés qui doivent être pris en compte dans les projets. Et ça nous oblige à faire des rapports de genre, des analyses de genre et des plans d'action de genre. Et donc les inégalités dont Paola parlait, elles sont présentes dans tous les secteurs, et notamment dans tous les secteurs dans lesquels Kéran travaille. On voulait appuyer ça avec quelques chiffres pour en prendre la mesure. Ça fait beaucoup de chiffres ce soir, on veut aller vite, vous n'êtes pas obligé de tout retenir. Mais donc on revient sur le chiffre du travail non rémunéré qui est 2,5 fois plus réalisé par les femmes que les hommes.
Et ça, c'est pas forcément dans les pays où nous, on travaille, dans les pays dits émergents, mais c'est aussi dans les pays développés, comme c'était mentionné juste avant. Certes, ça ne va pas être dans les mêmes proportions, mais c'est des réalités qui sont vraies partout dans le monde. Et comme on le disait, quand elles ont un travail rémunéré et formel, les femmes en plus vont rester dans ces métiers du care, du service, du social et du soin. On retrouve aussi ces inégalités dans le milieu des transports, par exemple avec une taxe rose, comme on a pu l'appeler dans une étude à New York, où des enquêtes ont montré que les femmes dépensaient en moyenne $100 de plus par mois pour leur transport, parce qu'il fallait elles changent leur trajet pour se sentir plus en sécurité, soit parce qu'elles réalisaient plus de trajets pour justement réaliser ces actions de care et de soins à la personne. Dans la résilience au risque de catastrophe, on retrouve aussi des inégalités. Par exemple, pendant le tsunami de 2004 en Asie, 70% des décès, c'était des décès de femmes, et on reverra ensuite pourquoi les femmes elles sont plus vulnérables au changement climatique. Et par exemple, dans le numérique, on peut voir aussi que les femmes, qu'on a encore des inégalités de genre, avec 44% des intelligences artificielles qui sont développées avec des préjugés sexospécifiques, qui donc vont se retrouver dans les analyses et dans les résultats qui sont produits, et donc dans les services qui s'appuient sur ces intelligences artificielles. Ça fait beaucoup d'inégalités, mais aussi beaucoup d'opportunités pour inclure les femmes. Et inclure les femmes et réduire les inégalités de genre dans nos projets, c'est aussi un vecteur de durabilité pour nos projets. Ça se montre avec une vision plus grande des communautés à nos projets, à l'usage de nos infrastructures, si les femmes sont intégrées dès la conception ou dès la prise de décision des projets. C'est aussi un apport d'expertise complémentaire, comme on l'a dit précédemment. Et surtout, c'est un vecteur de durabilité parce que si on n'intègre pas le genre et qu'on fait un projet neutre, on va forcément contribuer à soit maintenir, soit pire, creuser, et souvent c'est creuser les inégalités. Et donc, c'est pour ça que dans l'aménagement urbain, on se doit d'intégrer le genre. Oui, on a parlé de pourquoi et maintenant on va parler de comment. On va présenter quelques exemples de projets. D'abord, sur l'aménagement urbain, comme a dit Emma, les femmes se sentent moins légitimes dans l'espace public. C'est qu'elles ne se sentent pas en sécurité. On prend moins la parole pour parler dans les moments de prise de décision. Et on a un exemple très concret sur comment aménager un système de transport en incluant les femmes. C'était en Mauritanie, à Nouakchott. On était mandaté par l'Agence française de développement pour faire une étude de faisabilité sur un projet de mobilité urbaine. Et les objectifs du projet, c'était améliorer les capacités de la ville en planification durable de ce secteur, l'intégration urbaine des quartiers périphériques et réunir les conditions pour les domaines de déplacement urbain en sécurité. Et capitaliser sur les leçons apprises de ce projet pour ensuite passer ça au reste de pays ou des villes en Mauritanie. Mais je veux revenir sur l'objectif 2, c'était de relier tous les quartiers périphériques au centre-ville. Sauf qu'on a fait des consultations avec que des femmes et on s'est rendu compte que même si on voulait désenclaver les quartiers périphériques en les liant au centre-ville, on s'est rendu compte que les femmes n'avaient pas besoin de ça, ils avaient besoin de lier les quartiers périphériques avec les quartiers périphériques. Parce que c'est dans les quartiers périphériques où il se trouvait le reste de la famille. Là où il fallait aller prendre soin de ses parents ou là où il fallait amener les enfants. Et il perdait 3 heures en transport en passant pour toutes les centres pour traverser la ville, déposer ses enfants et ensuite aller au travail. Et ça diminue ses possibilités d'accéder à différents travaux parce que tu ne peux pas prendre 3 heures pour ensuite arriver à ton travail. Et ça a changé les schémas que les groupes ont établis. C'était différents trajets, pas de relier les périphériques au centre-ville, mais relier la périphérie avec la périphérie. Un autre exemple qu'on a travaillé dans les pays, c'était en Argentine et au Guatemala, c'était notre étude, c'était une capitalisation qu'on a fait pour les fonds français de l'environnement mondial. Aussi qui appartient à l'AFD, à l'Agence française de développement. Et l'idée, c'était évaluer l'intégration de la nature en ville.
Et pendant qu'on faisait les recherches pour ce travail, on a aperçu que les budgets destinés à les espaces de loisirs étaient majoritairement destinés aux espaces essentiellement utilisés par des hommes. Ce n'est pas qu'en Argentine ou en Guatemala, ce chiffre, c'est en France. Les collectivités sont les 75% des budgets est destiné à ces espaces qui sont utilisés par des hommes. Le reste, c'est destiné à d'autres types d'espaces de loisirs. Et on s'est rendu compte aussi que les femmes préfèrent les espaces naturels pour les moments de loisirs. Et c'est pour ça que parmi les 6 recommandations, d'ailleurs je vous invite à regarder la capitalisation de Nature Ville, les 6 recommandations, parmi eux, il y a la recommandation de le droit à la nature pour créer une ville plus égalitaire, compris pour les femmes. Paola vous a montré des exemples qui étaient plutôt basés initialement sur des pays émergents, donc plutôt des pays d'action gratuite, mais on trouvait ça intéressant aussi de montrer que dans des typologies de villes qui vont être plus ressemblantes à celles qu'on a chez nous pour le public majoritairement français ce soir, il y avait aussi des inégalités qui étaient peut-être moins évidentes, mais tout de même très présentes. Donc avec l'exemple du déneigement en Suède, par exemple. Donc quel est le lien entre le déneigement et le genre? Il est lié aux mobilités. On se rend compte que les hommes vont plus souvent prendre la voiture, alors que les femmes, elles, vont plus souvent se déplacer à pied, en transport en commun ou en vélo. Et donc, cela va engendrer des différences au niveau des accidents, principalement. En effet, l'inégalité, elle s'est mesurée grâce aux accidents unipersonnels. On s'est rendu compte qu'il y avait 3 fois plus d'accidents unipersonnels pour des piétons, qui sont donc plus souvent des piétonnes, qu'en voiture, et que donc en plus ces accidents avaient un coût assez important, puisque le coût des secours et des soins qui étaient apportés pour pallier ces accidents était 4 fois supérieur au coût du déneigement. Et donc, une fois ce constat fait, la municipalité a voulu réanalyser la situation du déneigement avec une perspective genre, et s'est aperçu que les voies qui étaient déneigées en premier, c'était les grandes artères qu'il fallait prendre en voiture pour aller au lieu de travail principalement masculin, enfin à dominante masculine, alors que les arrêts de bus et les voies cyclables étaient déneigées en dernier. Une fois cette analyse faite, ils ont proposé de changer le service en prenant en compte cette perspective de genre. Et donc, ils ont priorisé différemment le déneigement, en commençant par les voies qui menaient aux écoles, puisque c'est là que les parents se rendent en premier lieu avant d'aller au travail. Ensuite, en passant au lieu de travail à la fois à dominante masculine, mais aussi à dominante féminine, comme les hôpitaux et les services publics, qui vont bénéficier à tout le monde. En continuant ensuite avec les autres voies pour les écoles et en finissant par toutes les autres routes. Et donc, ce qui est intéressant avec cet exemple, c'est qu'on se rend compte que sans coût additionnel, puisqu'on n'a pas changé, on n'a pas augmenté le nombre de déneigeuses ou quoi que ce soit, on a juste changé l'ordre du déneigement, on avait moins de coûts liés à la santé et au secours, et plus de bénéfices, puisqu'une ville plus inclusive et plus accessible pour tous, les femmes, les enfants et les autres. On vous a donné plusieurs exemples sur l'aménagement urbain, parce que c'est le cœur de métier de Brookfield, mais dans ce qui se présente de plus en plus dans nos projets, il y a aussi l'adaptation au changement climatique. Et cette adaptation, elle peut se faire, elle doit se faire en passant par l'intégration du genre. Pourquoi? Parce que les femmes, elles sont plus vulnérables au changement climatique, que ce soit dans la dimension des catastrophes naturelles, mais aussi au changement climatique qui ont des tendances et aux impacts du changement climatique qui sont plus lents. Tout d'abord, au niveau des catastrophes, on se rend compte que les femmes, elles sont plus vulnérables parce que beaucoup de choses, mais par exemple, parce qu'elles vont être en général moins éduquées, donc par exemple, elles ne vont pas savoir nager alors que les petits garçons vont savoir nager, elles auront moins de facilité à lire des flyers d'évacuation parce que ce ne sera pas dans la bonne langue ou ce ne sera pas avec leur code à elles. Donc tout ça peut retarder l'évacuation et donc les mettre plus en danger. Mais elles ont aussi une vulnérabilité qui est plus grande après la catastrophe parce que, encore une fois, leur rôle de care et de devoir gérer les ressources du foyer peut leur coûter, par exemple, si elles sont si on parle d'un camp
humanitaire et qu'il faut faire la queue pour aller chercher la nourriture pour la journée, c'est les femmes qui vont faire la queue et peut-être y passer 4 heures, alors que les hommes en face pourront retrouver une activité économique ou prendre une place de leader dans la société, quelque chose comme ça. Un exemple qui est parlant en termes de projet, c'est par exemple un projet qui a été réalisé par Groupe 8 au Tchad, où une analyse de la vulnérabilité au changement climatique avec une perspective genre avait été demandée. Et je ne prends pas un exemple, mais une des conclusions de ce projet, c'était que les femmes étaient responsables des papiers d'identité et que donc, quand elles les perdaient pendant une catastrophe, quand elles les perdaient, la responsabilité leur incombait et en plus, après, le temps qui résultait de cette perte, par exemple, pendant les inscriptions administratives à une école, en allant à l'hôpital, etc., c'était du temps perdu pour elles et pas pour les hommes. Et donc, une des mesures associées qui a été proposée, ça a tout simplement été de proposer de mettre les papiers d'identité dans des pochettes plastiques pour les protéger et donc faire gagner du temps à la fois pendant l'évacuation et aussi après pendant la période de remise de la catastrophe. Toute la méthodologie, mais c'est un peu long. En ce qui concerne les tendances à évolution lente, les femmes sont aussi plus touchées. Déjà parce que le changement climatique va impacter les ressources et comme on le disait, les femmes sont en général chargées de la collecte de ces ressources, mais elles n'en ont pas forcément le contrôle, donc elles pourront peut-être être perçues comme juste une bouche de plus à nourrir ou à qui il faut donner à boire. Et donc ça va avoir des répercussions sur les mariages précoces, par exemple, pour se débarrasser des femmes de la famille. Et ça peut aussi avoir des impacts sur la santé. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on voit que les femmes, elles peuvent aussi être agentes de l'adaptation. Parce que, par exemple, puisque les femmes sont souvent responsables, encore une fois, du care, ce sont elles qui vont emmener les enfants chez le médecin, par exemple. Et ce sont donc elles qui vont se rendre compte en premier lieu que, par exemple, l'impact des feux de forêt à côté de la ville crée des maladies pulmonaires, qu'il y a des problèmes de respiration. Et donc, elles vont être les premières à s'en rendre compte, ou en tout cas, elles pourront prendre la mesure des impacts. Et donc, inclure les femmes dans les prises de décision qui vont être liées à l'adaptation au changement climatique feront en sorte que toutes ces connaissances qu'elles acquièrent de par leur rôle sexo-spécifique puissent être valorisées. Et donc ça, c'est vrai sur des petits exemples comme le médical, mais c'est aussi vrai sur leur inclusion dans une économie plus formelle. Si on inclut les femmes dans le secteur formel, ça leur permet d'être aussi plus autonomes financièrement et donc plus résilientes. Donc, si elles sont plus résilientes, la communauté aussi va être plus résiliente. Et on a un exemple sectoriel. Et pour finir, on a un dernier exemple. C'est un projet qu'on a travaillé avec Estrade au Costa Rica. C'est évaluer les potentiels de valorisation des biogaz dans les décharges au Costa Rica, mais avec un approche genre. Et comme toute approche genre, on commence par une analyse et on s'est rendu compte que dans le secteur de la gestion des déchets, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres secteurs, les femmes travaillent dans l'informel. Quand ça devient formal, valorisé, payé, c'est décent. Il y avait presque 280 postes d'éleveurs et de conducteurs au Costa Rica, tous occupés par des hommes. Et donc aussi, il y a des femmes qui font des ramassages de poubelles et qui font aussi les tri, la collecte, la valorisation des déchets. Et ça, c'était les constats qu'on peut faire au Costa Rica sur les déchets, mais ce n'est pas que dans les questions de déchets. Par exemple, il y a deux tâches associées aux femmes comme la cuisine ou la couture. Et quand ça devient valorisé, reconnaissable, valorisé économiquement par la société, ça devient décent, ça devient des tâches décentes. Pourquoi je parle de la cuisine? Je parle de chef étoilé française, majorité homme. Et c'est une tâche féminine. Et quand je parle de la culture, c'est la haute culture, pareil. Et c'est un travail qui donne de la reconnaissance. En tant que société, on les valorise, on les paye mieux. Mais la culture, c'est associé quand c'est pas payé aux femmes. Voilà que pour les gestions de déchets, c'est exactement la même chose. Formal, homme, informal, c'est les femmes.
Merci pour cette mise en perspective. On va vous dire qu'on a réfléchi longuement sur le sujet, voir en fait, ça a quoi comme sens de se poser cette question-là. C'est vrai qu'il y a eu une introduction sur une assistante et un ingénieur. Moi, j'ai eu une remarque il n'y a pas très longtemps. On dit souvent une secrétaire ou une assistante. Et puis, on m'a dit oui, mais bon, quand on dit un secrétaire, on pense plus à un meuble, en fait. Voilà, c'est des choses qui datent d'il y a 15 jours. Donc, voilà. On a regardé aussi pour la prise en compte de qu'est-ce que ça veut dire finalement d'avoir des femmes ingénieurs ou quoi. Finalement, est-ce qu'il y a vraiment une différence de traitement? Est-ce que quand on est un homme, on ne se dit pas qu'on peut être aussi en insécurité sur l'espace public? Et là, on a trouvé un exemple très concret de pas prise en compte en fait, d'autres types. C'est peut-être vous en avez entendu parler. C'est les crash tests. Du coup, ils se sont rendus compte que ça faisait des décennies qu'ils faisaient des crash tests avec des modèles qui font 1m80, voilà, 70 kg, mais qu'ils n'avaient pas testé en fait les facteurs de sécurité avec des modèles plus bas. Et typiquement, on a eu aussi ce cas-là sur des modèles de voitures STE, où du coup, il y avait des voitures où les personnes plus petites, souvent des femmes, n'arrivaient pas à toucher les pédales sans mettre un coussin derrière pour les conduire. Donc en fait, c'était des tout petits signes, c'était des tout petites choses des fois, où finalement, c'est bien de se dire que la mixité des genres et des gens, ça permet de se poser des questions et de changer des systèmes. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'était que des femmes aujourd'hui ce soir. Ouais, pas mieux, hein. Alors, je me posais la question et je remercie Yann de l'avoir posée parce que en fait, on s'est rendu compte que ces questions-là, Anne-Françoise Bender, on n'y peut rien, hein. Elle est maître de conférence et puis elle s'est intéressée à ce sujet-là. Mais Guy, on n'y peut rien non plus, en fait. Elle a fait un mémoire sur ce sujet-là, il n'y avait pas d'homme. Et puis, Paola et Emma, c'est pareil, elles computent, il y a quand même une bonne parité, mais du coup, c'est encore 2 femmes qui se sont saisies de ce sujet-là. Donc, on voulait aussi vous entendre ce soir et dans le débat pour voir comment changer les choses pour les hommes qui sont là en visio et ici. Vous êtes, voilà, ouais, c'est un vrai sujet. Ça nous a pas mal interpellé de se dire, finalement, ce petit sujet, le plafond de verre, la cooptation des hommes, ces sujets-là, en fait, qui sont des choses très très fines et qu'on ne perçoit pas tout le temps. Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question parfois quand on en parle pour nous et pour mon équipe, par exemple? Il y a 10 ans, en gouvernance, il y avait 6 personnes, une femme, 5 hommes. Maintenant que c'est une femme qui est directrice, c'est l'inverse. On est 5 femmes et 1 homme. Donc je ne sais pas s'il y a un effet de bascule, un effet de mentorat ou de projection. Mais en tout cas, il y a pas mal d'effets de changement qui peuvent aussi amener de grands changements sur le reste. Donc allez-y pour vos questions. Toute l'équipe est à disposition pour y répondre. Si vous avez aussi des suggestions d'idées pour les stages, des CPI, d'innovation ou autres, ça fait partie, le genre, en tout cas, des choses dont on veut se saisir dans le métier. Je ne sais pas s'il y avait des questions en ligne, d'ailleurs. Comment vous avez réagi? Qu'est-ce qui vous a interpellé dans le présentation? Vous avez parlé tout à l'heure du mentorat. Du coup, c'est quelque chose qui va être mis en place. C'est une idée. Vous pouvez revenir sur ce point-là? Alors, je sais que c'est Agnès ou Meggy qui veut parler du mentorat, mais c'est Meggy qui va le porter. Donc, on demandait, parce que j'ai évoqué le mentorat, et donc la question, c'était de savoir ce qui allait fait, ce qui allait être mis en place. Donc, ça va être mis en place. On va faire partir un mail le mois prochain pour faire appel à volontaires. À la fois des mentors, on va avoir besoin de femmes qui ont envie de partager leur expérience, qui ont envie de partager leur parcours et leur carrière, que ça soit à la fois dans l'entreprise, mais aussi des parcours qu'elles ont eu en externe. On n'est pas obligé d'être là depuis 20 ans chez SCE. Et aussi des mentorés qui ont envie, qui se posent des questions dans leur quotidien. Des fois, j'ai eu des échos des femmes qui ne savaient pas forcément comment se placer dans ce groupe d'hommes, comment s'imposer. Voilà, l'idée, c'est d'avoir ce partage d'expérience, de créer des binômes et de s'entraider. Et donc, voilà, le mois prochain, ça va être lancé. Et l'idée, c'est de pouvoir le déployer à partir de 2024. C'est bon? Ouais. Juste dire que c'est bien Kéran. Et c'est bien Kéran. Et c'est du volontariat. C'est bien au sein de Kéran, et donc ça peut être inter-société, inter-filiale. Voilà. Et que pour toutes les raisons qui ont été évoquées là, c'est un programme féminin. Messieurs les hommes, c'est pas que vous êtes rejetés, mais que pour tout un tas de questions qu'on a vues ce soir, ça a du sens de le faire entre femmes.
les volontaires, enfin, du coup, il y a des volontaires pour des mentors et puis d'autres. Et on sait sous quelle forme après le mentorat il se met en place. Vous avez déjà réfléchi à tout ça ou pour l'instant on cherche d'abord les gens qui sont en fait. On va déjà chercher les gens, mais oui, l'idée c'est que ça soit des rencontres, des temps dédiés justement et prévus sur les échanges, qu'il n'y ait pas de lien hiérarchique, que ça se passe dans un climat de confiance. Ça peut être aussi, ça ne sera pas 2 personnes au sein de la même agence. Enfin, voilà, c'est vraiment l'idée de mixer. C'est créer des binômes ou créer une espèce de groupe de travail, groupe d'échange, groupe de parole? Créer des binômes. Déjà dans un premier temps, et après on verra si on arrive, suivant le nombre de personnes, peut-être créer aussi des moments de partage, d'un retour d'expérience sur ces mentorats. Très concrètement, une rencontre par mois, 1 heure environ, dans une année, pendant 6 mois, 1 an. Christelle, vas-y. Oui, moi j'avais une question, c'est au départ, c'est plutôt historique, c'est plutôt tourné vers le passé. On a dit qu'il y avait beaucoup de sociétés patriarcales, il y avait beaucoup de sociétés patriarcales et peu matriarcales, mais il y en avait. Et je voulais savoir pourquoi il y en avait plus de patriarcales que de matriarcales, et quand elles étaient matriarcales, au final, qu'est-ce qui les caractérisait aussi en termes de ségrégation, d'inégalité, etc. Je vais laisser la parole à Anne-Françoise Bender. Je me sens bien désarmée sur ces sujets. Je ne sais pas si vous avez bien entendu. J'ai pas connaissance de société vraiment matriarcale. Et pourquoi alors, je suis pas... alors, si, il y a des sociétés... Alors, il y avait des sociétés, certainement, peut-être chez les Indiens d'Amérique, ou des petites communautés où... Alors, qu'est-ce qu'on appelle une société matriarcale? Je crois que de toute façon, c'est toujours le chef de la tribu. Je ne pense pas qu'il y ait eu des femmes chefs, vraiment. Alors, bon, je ne suis pas... alors là, je ne suis pas ethnologue, ni anthropologue. Je pense qu'il y avait des sociétés avec effectivement des normes de fonctionnement, des normes peut-être de comportement à voilà, les femmes étaient plus libres. Je crois, par exemple, elles pouvaient quitter un homme une fois qu'elles avaient les enfants, aller vers un autre homme ou retourner dans leur famille. Enfin, l'idée de mariage n'était pas nécessairement... enfin, c'est pas que le mariage soit mauvais en soi, hein, je veux dire, mais disons que la femme n'était pas la propriété physique, parce que c'est avec la notion de propriété qu'on a dû fixer les femmes, puisque le droit, l'héritage, la succession, il fallait que l'homme puisse être le père des enfants. Donc, la propriété du corps des femmes, bon, je pense que c'est lié, hein, il me semble, au droit de propriété, donc à la société agraire, agricole. Alors, peut-être que les chasseurs, les nomades, effectivement, avaient moins cette idée de famille, de succession pour la transmission de la propriété. Maintenant, je n'ai pas entendu parler de... Je me demande si ce n'est pas un mythe, ces sociétés matriarcales. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison qu'il y ait des sociétés matriarcales. Enfin, on a toujours eu besoin quand même de la force physique des hommes et des femmes aussi, hein, mais pour aller chasser le mammouth ou autre, se défendre des autres tribus, les guerres, bon, c'est une réalité. Hein, alors, il paraît que les femmes aussi, hein, maintenant, effectivement, les femmes chassaient aussi, hein, puisque sans doute que les hommes n'étaient pas suffisants, on avait besoin aussi des forces des femmes. Maintenant, comment étaient prises les décisions? Voilà. Est-ce qu'on votait? Est-ce que les voix des femmes étaient aussi importantes? Ça, je n'en sais rien. Hein, je ne sais pas ce que c'est qu'une... ou en tout cas, une société où les femmes décident et les hommes exécutent ce que disent les femmes, ce qui serait une vraie société matriarcale. Je pense que c'est vraiment rare, quoi. Hein? Voilà. Mais bon, je ne souhaite pas nécessairement une société matriarcale non plus. Voilà. Pour éclairer le sujet, je pense que Paola, tu voulais intervenir sur des échos dans le monde de fonctionnement. Oui, c'est juste que récemment, on a fait, tous un peu vite, mais on a fait la fresque du sexisme. D'ailleurs, s'il y a des gens intéressés, là, il y a plein de concepts qui sont clarifiés. Parmi eux, matriarcal et patriarcal, il n'existe pas, comme disait
Françoise. Françoise, il n'y a pas de société matriarcale. Il y a des sociétés matrilinéaires qui sont différentes. Et la différence, c'est qu'il n'y a pas le rapport de pouvoir qui existe dans les patriarcats. C'est plutôt une question de transmission des connaissances et d'informations. Mais ce n'est pas un rapport de pouvoir entre les hommes et les femmes comme existe dans les sociétés patriarcales. C'est la même question, c'est la suite ou pas? Oui, c'était la suite, mais c'est pas grave, c'était juste pour savoir. À un moment, il a bien fallu qu'il y ait un démarrage de ce patriarcat. Est-ce qu'on connaît les déterminants en fait, de cette différence, C'est un livre qui s'appelle Masculin-féminin de Françoise Delleté, qui est une anthropologue française, qui est un peu dur à lire, mais qui est hyper intéressant et qui revient justement un peu sur ces fondements. Et notamment, dans ce qu'elle évoque, je me souviens qu'il y avait 3 points qui étaient assez distincts. Le premier, c'était la mobilité des femmes. Dans le fait qu'elles étaient enceintes, elles étaient beaucoup moins mobiles, donc elles pouvaient moins partir à la chasse. Donc elles restaient forcément, une fois enceintes, autour de leur foyer. Je ne me souviens plus du deuxième point. Le troisième point est un peu plus poussé. Il se réside dans le fait que très rapidement, les hommes ont compris qu'ils ne pouvaient pas se reproduire au sein de leur propre famille parce que c'était un peu finalement la perte de l'espèce. Donc ça réside un peu dans l'inceste. Et donc l'idée, c'était plutôt de se dire qu'ils vendaient les femmes à d'autres tribus pour justement continuer à perpétuer ce cercle de famille. Mais je te conseille le livre, tu vas en apprendre beaucoup plus que ce que je suis en train de dire. L'inégalité au départ est dans la force physique, hein, et puis effectivement les enfants, enfin le système, effectivement, mais je pense que c'est essentiellement au départ dans la force physique. Après effectivement, peut-être, je pense que le système de propriété agraire a accentué ces choses-là. Comme vous le disiez aussi sur la question de la propriété du foncier, la présentation qui était quand même assez importante. 50% quasiment en répartition de genre et 13% de propriété par les femmes. C'est à l'échelle du monde, c'est quand même un beau chiffre. Tu avais une question, Yann? Oui. Moi, je me demandais, quand on travaille sur les questions de genre, comment on fait pour traiter le cas de figure où il y a des différences sur lesquelles on n'a plutôt pas envie de chercher l'égalité. Je pense notamment aux faits, alors qui ne sont pas forcément liés aux attributs masculins, mais sur lesquels on est plutôt heureux qu'il y ait des inégalités, sur des comportements addictifs, le fait de conduire en situation alcoolisée, un certain nombre de comportements qui se traduisent, on va dire, par des comportements masculins et sur lesquels, du coup, dans l'approche des genres aussi, on va écarter d'une certaine façon ça. Et aussi, on prête, du coup, aux femmes des qualités que leurs homologues masculins n'ont pas. Je ne sais pas comment c'est traité en Afrique. Il y a une dizaine d'années encore, toutes les questions, les phénomènes de gestion des finances locales dans un certain nombre de géographies et de villes, on considérait qu'il allait mieux confier les tontines et les responsabilités financières aux femmes pour éviter des phénomènes de corruption ou d'appropriation. Et donc, finalement, quand les femmes finalement ont un avantage sur les hommes dans certaines situations, comment on gère ça? Comment on le prend en compte? Et je voulais juste faire écho aussi à l'exemple que vous avez donné au Costa Rica, où on voit qu'il y a des différences juste de dépenses d'utilisation du budget public pour les équipements sportifs. Mais est-ce que finalement la politique publique de la ville, elle concerne le fait d'offrir à la population des équipements de loisirs et de sport, ou est-ce qu'elle ne vient pas aussi participer à une lutte contre la délinquance, c'est-à-dire offrir à un public masculin de l'occupation des activités de football, skateball, dans un objectif de réduire aussi la délinquance, sachant que, et je m'arrêterai là, une dernière inégalité forte, c'est la population pénitentiaire masculine. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on traite finalement ces différences-là aussi
quand on approche le genre? Je suis un sociologue parmi les ingénieurs. Voilà. Et je suis en train de former dans les questions de genre. Du coup, la réponse va être très approximative. Mais dans les cas de quiz, oui, effectivement, c'est ce qu'on a compris en ce moment, c'est que tout, et avec les exigences de nos clients, c'est que tous les projets, peu importe les sujets ou les métiers, ils doivent comprendre une analyse genre. Parce qu'effectivement, les femmes peuvent être meilleures dans la gestion de l'argent ou des fonds publics que les hommes parce qu'il y aura moins de corruption, etc. Mais il y a des exemples aussi qui montrent que l'autonomisation économique des femmes peut être c'est-à-dire peut avoir des conséquences négatives sur la société. Par exemple, il y a des projets qui ont donné des moyens de subsistance aux femmes différentes en activité économique et commencer à avoir une gestion de l'argent dans cette communauté. Et ça a fait que la place des hommes s'est déplacée de sa place qui est occupée normalement. Et il y a eu les premiers féminicides dans cette communauté à cause de ce projet. Il n'y a pas, la question n'est pas juste, OK, on a besoin de donner plus d'autonomie économique aux femmes, c'est comment on les fait par rapport aux règles et besoins sexuels spécifiques des communautés et des contextes spécifiques. Ça, et on commence toujours chez Lupis par des analyses genre qui sont différentes dans tous les projets. Et pour les cas de Costa Rica, c'était plutôt la gestion de biogaz, potentiel du biogaz. C'était Guatemala, Argentine, d'espace naturel. Et je ne saurais pas dire exactement, les projets ont été menés pour la protection d'espaces naturels. Et pour nous, ça, on a attribué ça à un bénéfice en termes de genre, d'où l'effet que les femmes préfèrent les espaces naturels comme espaces de loisirs, alors que tout l'argent, effectivement, a été destiné pour des espaces masculins. Mais la chiffre des 75% de collectivités, c'était en France. C'était ici que c'est la majorité du budget aussi qui est destiné pour ces espaces. Effectivement, ça peut aussi lutter contre les crimes et d'autres types d'inégalités. Là, on parle d'intersectionnalité et c'est quand on évalue pas juste une discrimination des femmes pour les temps de femmes, mais aussi pour les temps de femmes dans une condition moins favorisée ou une religion différente ou une orientation sexuelle différente. Il faudra comprendre toutes ces sortes d'inégalités pour arriver à avoir une réponse. Il y a des exemples de travaux sur le genre qui bénéficient aux garçons, hein, évidemment. Dans le monde anglo-saxon, ils se sont interrogés sur l'échec scolaire des garçons. En France, on ne veut pas trop en parler pudiquement, mais effectivement, ça impliquerait de remettre en question les modes scolaires de pédagogie. Voilà, le fait que 90% des collés le samedi soient des garçons, moi je l'avais souligné, on m'a dit ils sont plus turbulents. Bon, vous voyez, le genre permet de mettre de voir aussi parfois l'idée d'égalité de traitement n'est pas forcément la bonne solution. D'ailleurs, certains anglo-saxons disent qu'il vaut mieux revenir à des écoles filles et des écoles garçons. Donc, c'est des questions, ce n'est pas simplement pour dire que les femmes sont toujours victimes. Voilà. On peut travailler sur l'analyse par le genre, permet de remettre en question pas mal de choses qui peuvent aussi bénéficier, bien sûr, aux hommes. Ouais, je profite de votre intervention pour préciser une partie de la question. Ce n'était pas tant pour dire les hommes peuvent être aussi victimes d'inégalités, ce n'était pas mon sujet, c'était plutôt pour dire si on nous invite à arrêter de faire genre,
Et il faut aussi arrêter de faire genre quand finalement les femmes sont mieux que les hommes dans le sens où elles ne sont pas débiles au point de conduire bourré et où elles ont moins de penchants de travers répréhensibles ou juste. Oui. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait, c'est plutôt de dire que les femmes doivent ressembler aux hommes. Au sens comportement assertif, etc., de dire les hommes ont aussi le droit d'être gentils. Et effectivement, les Nordiques, il y a des travaux sur l'éducation des garçons et apprendre à faire des câlins, à être gentil. Je ne dis pas que ça va résoudre tous les crimes et diminuer les effectifs en prison, mais voilà, sur l'éducation, effectivement, le soin aux enfants, valoriser tous les comportements de solidarité, de gentillesse, d'entraide, qu'on associe au féminin, et sans doute que ça pourrait aussi avoir des influences. Et c'est tous nos modèles culturels, des médias, les films, toute la glorification effectivement de comportements violents qu'on associe plus au masculin. Voilà, aussi ça. Oui, c'est un peu ce que vous avez relevé, c'est ce que j'entendais aussi dans la question que vous aviez notée dans votre présentation, tout ça sur la question de finalement comment on valorise la différence, comment on fait mixité en fait. Si on veut arrêter de faire genre, c'est pour une idée finalement d'arrêter de faire stéréotype, comme vous disiez, un stéréotype finalement de direction, un stéréotype de vécu sur l'espace public. Et c'est cette question en fait, comment on arrive finalement à ne plus penser qu'à un seul usager ou à une seule façon de faire. Alors ça, oui, là, ça c'est des choix politiques après, ça c'est vos métiers, je pense effectivement. Quelle population on sert, avec quelle... Okay. Oui, Christelle. Non, mais du coup, on parle de différence et on le disait tout à l'heure, la différence, c'est la diversité, c'est la créativité et on est tous d'accord. Et alors, pourquoi? Pour moi, la différence, elle est multiple, elle n'est pas que genre, sexe, couleur de peau, cheveux, poids. Du coup, pourquoi pas considérer les différences comme étant des différences? Et après, c'est juste une équité, une égalité, de pouvoir s'accomplir comme on le souhaite, dans sa diversité. Et je trouve ça assez phénoménal. On est toujours en train d'essayer de chercher de la diversité, de la créativité, mais une fois qu'on l'a, le fait de pouvoir conduire comme on veut en tant qu'individu, quel que soit ce qu'on est, j'en sais rien, ça c'est voilà, c'est compliqué. C'est-à-dire que pourquoi la différence de l'un et de l'autre, on ne peut pas arriver à conduire nos vies comme on le veut. Et du coup, je trouve que des fois, trop caractériser la différence, je trouve que ça cible trop, en fait. Si elle a la différence, elle est quelle qu'elle soit, mais voilà, elle donne juste droit à pouvoir conduire ça. Non, mais c'est pour ça que ces questions d'égalité de genre, ça doit être vu dans des questions de diversité au pluriel, parce qu'effectivement, il y a les diversités d'identité de genre, d'orientation sexuelle, etc. Donc, effectivement, ce n'est pas un bloc de femmes, un bloc d'hommes. Donc, ça traverse toutes ces questions-là. Et puis ensuite, il y a les questions d'identité culturelle. Il y a la religion qui complique encore un petit peu les choses par rapport à ça. Donc, c'est vrai qu'on aura forcément des segmentations, des représentations, des schémas en fonction de nos éducations, nos parcours de vie. Je pense que c'est important que les organisations, les entreprises, justement, soient les lieux où on questionne aussi ça. Et puis on dit, on est tous unis autour des valeurs d'entreprise, de l'organisation, etc. C'est ça qui fait le sens commun, le lien, au-delà des différences autres, qui existeront toujours, hein, du point de vue sociétal. Les groupes humains fabriquent de la différence par identification. On s'est posé une question aussi quand on a préparé le hub sur la question des générations. Parce que, je ne sais pas si vous l'avez vu récemment, mais dans les offres d'emploi qu'on fait, on met hommes, femmes, non genrés. Mais par contre, quand on fait une liste pour le CSE, ou quand on fait des résultats, des interprétations et des analyses, c'est homme-femme. Donc en fait, on se dit, est-ce qu'il y a un moment où, en fait, en termes de réglementation aussi et de façon de conduire la société, on arrivera à avoir ce côté-là, en fait? Est-ce qu'on arrivera à ouvrir tout pour avoir aussi du non-genré et puis encore d'autres sujets différents? Et c'est cette inclusion des différences, en fait, qu'il faut qu'on arrive à faire.
un peu plus tous collectivement, mais c'est vrai que des fois, on peut être un peu précurseur sur certains sujets et puis pas avoir complètement les réponses. C'est un peu l'exercice difficile. Et quand on a parlé des générations, c'était marrant parce qu'Anne-Françoise avait du coup l'exemple qu'elle a un peu évoqué avec son fils. Et nous, on a constaté dans nos équipes des différences sur ce ressenti de genre entre certaines générations. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, si c'est des sujets qui vous interrogent de la même façon sur les gens de 50 ans et les nouveaux arrivés qui en ont plus 25. Et je ne sais pas comment vous le ressentez aujourd'hui, si c'est quelque chose qui vous semble être très différencié ou pas du tout, et où finalement on retrouve des choses. En tout cas, c'est des sujets que vous pouvez aborder, je pense, dans les équipes, parce que c'est vraiment, nous, ça a tout de suite fait sens pour tout le monde. Est-ce qu'il y avait des questions en visio ou pas du tout? Non? Est-ce qu'il y a une dernière question ou est-ce qu'on se souhaite une bonne soirée et on continue le débat? Pas d'autres questions. Alors, merci à tous d'être venus. C'était vraiment un hub qui nous a beaucoup nous nourris, interpellés. Et j'espère que ça continuera aussi à vivre. Je voulais remercier toute l'équipe du hub, y compris ceux qui ne sont pas là. Comme Alan, tous nos intervenants qui sont venus. Donc merci à Anne-Françoise d'être venue en visio et d'avoir préparé ce hub avec nous. Nos échanges ont été très riches. En tout cas, moi, j'en garde vraiment une vraie trace. Je remercie Groupe 8 qui a présenté aussi et contextualisé avec Paola et Emma des situations et qui a fait l'effort aussi d'aller chercher des choses plus dans des contextes français. Ils portent vraiment ce sujet-là fortement. Et puis nous aussi, au niveau des ateliers, c'est un sujet, c'est un sujet qui nous intéresse sur lequel on veut creuser les choses. Et je remercie tout particulièrement Maggie qui a été très stressée d'intervenir et à qui on doit ce hub, parce que c'est vraiment elle qui a eu l'idée de se dire oh non, finalement, Bonne soirée à tous, merci. Merci.